Hello hello! Bienvenue à toi, bienvenue à vous tous sur la chaîne Hebdo Explore, donc en live sur Twitch et aussi en replay sur YouTube. Chaîne dédiée à l'usage de l'histoire dans le jeu vidéo et aux jeux vidéo dans l'histoire. C'est un peu compliqué comme complexe, mais regardez les vidéos pour mieux comprendre, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous accueille les bras ouverts et va vous permettre de vous donner un petit sourire, une petite banane pour ce week-end qui annonce. Hebdo Explore, c'est une émission qui fait partie du multivers Histoire Explore, donc n'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes dédiées Twitch, YouTube pour savoir de quoi il en retourne. Et si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à commenter pour faire avancer le débat et également à laisser un petit pouce, bien entendu, pour faire vivre la chaîne et surtout permettre son référencement, bien entendu. Ça sert toujours. Donc, cette semaine, une semaine rondement menée, on va voir justement quelles sont les news concernant l'histoire et le jeu vidéo. Et donc on va commencer tout de suite avec un premier sujet qui concerne un jeu vidéo dont un DLC est sorti. On va parler bien entendu de Assassin's Creed. Vous l'avez? Assassin's Creed. Allez, on y va tout de suite. Alors, vous n'êtes non censé savoir que Ubisoft, donc la société bretonne, a lancé un nouveau DLC donc consacré à l'avant-dernier jeu qu'ils ont sorti, à savoir Assassin's Creed Mirage, qui se déroulait à Bagdad au 9e siècle. Alors un spin-off de la série dans la lignée du précédent Assassin's Creed Valhalla, et donc on avait dans Valhalla la rencontre avec Basim, donc un Irakien ou un Mésopotamien qui venait justement fricoter avec les Vikings et notamment en tant qu'assassin. Et donc si vous avez fini le jeu, vous savez ce qu'il en est à la fin. Je n'en dis pas plus, no spoil ici sur Histoire Explore. Alors, donc Ubisoft a décidé en fait de faire une sorte de spin-off qui devait durer à peu près une vingtaine d'heures, et c'est à peu près ce que vous pouvez y consacrer au jeu. Alors moi j'ai fait un peu plus de 30 heures parce que je suis très curieux quand j'ai ce type de jeu à découvrir. Et donc dans ce jeu Assassin's Creed Mirage, on découvrait la ville de Bagdad qui était modélisée d'une façon assez époustouflante. Et donc si vous aimez l'histoire et si vous aimez le jeu vidéo, franchement vous avez dû vous éclater à vous balader dans les rues de Bagdad du 9e siècle. Alors Ubisoft, dans cette lignée-là, a tissé des liens notamment et un partenariat avec un pays voisin de l'Irak actuel, l'Arabie Saoudite. Et donc il y a eu un projet de mettre en place une forme de DLC qui prendrait pied dans cette histoire d'Assassin's Creed Mirage et qui permettrait de visiter un autre site, bien entendu lié à l'Arabie Saoudite. Alors je vous ai trouvé un extrait du journal Figaro en ligne qui parle justement en janvier 2025 de ce futur DLC qui allait arriver et qui est sorti cette semaine, donc courant novembre 2025. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'en fait, ils décrivent le processus en fait créatif autour du jeu et de cette extension, et c'est pour ça ici sur Hebdo Explore, je voulais revenir pour pouvoir en parler avec vous, et n'hésite pas à commenter si tu trouves que ce type de stratégie pose problème pour une société telle que Ubisoft, ou au contraire a de l'avenir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, une société de jeux vidéo qui va permettre de donner à un pays aussi une autre image, de faire découvrir ce pays-là, mais aussi qui participe au soft power de ce même pays. Donc je serais curieux de lire ton avis, notamment sur cette question. Alors, on revient, donc l'Arabie Saoudite a tissé des liens avec Ubisoft notamment, suite à la sortie de Mirage en octobre 2023. Donc, un déplacement officiel a été organisé par Ubisoft en Arabie Saoudite, où le PDG breton d'Ubisoft, le fameux Yves Guillemot, donc faisait partie de cette délégation en fait qui suivait. Alors c'est pas Ubisoft qui faisait une délégation en Arabie Saoudite quand même, c'est surtout l'État français accompagné du président actuel qui faisait une visite d'État. Et donc Monsieur Macron, hein, qui a des bons copains, a proposé de faire du covoiturage avec son avion présidentiel, qui est notre avion soit dit en passant, que nous payons avec nos sous, soit dit en passant. Donc il a demandé à Yves, bah écoute Yves, tu vas en Arabie Saoudite, mais monte dans le président Air Force One français, je t'amène. Écoute, tu vas pas prendre le bus. Donc Yves Guillemot faisait partie de cette délégation officielle et ils ont rencontré donc le prince héritier Mohamed Ben Salman, actuellement donc tête pensante de l'Arabie Saoudite, même s'il n'est pas le roi, hein, le roi est son père qui a plus de 90 ans, mais c'est le petit Mohamed qui gère en quelque sorte les affaires de la famille royale et qui justement cherche à tout prix à donner une nouvelle place de l'Arabie Saoudite sur la scène régionale, mais aussi surtout internationale. Alors on a une personne qui a priori adore le jeu vidéo. Bon,
on peut être prince et aimer jouer aux jeux vidéo. Et notamment, l'Arabie Saoudite a déjà, par un fonds souverain, financé pas mal de projets liés aux jeux vidéo. Alors, dans l'article, on vous parle notamment de compétitions d'e-sport qui se sont déroulées en Arabie Saoudite. Donc, et le rachat de certains studios, notamment, alors ça, pour les fans de gaming, je pense que ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre en particulier, parce qu'on parle quand même d'une société de jeux vidéo qui était à la base japonaise, qui dans les années 90 faisait rêver n'importe quel joueur. Toi là, oui, j'en suis sûr que c'était le cas, surtout si tu es vieux comme moi. Donc c'est la société SNK en particulier, qui va être tout simplement rachetée par ce fonds souverain, qui désormais est lié à l'Arabie Saoudite. Et donc SNK, c'est Mark of the Wolf, Fatal Fury Special, c'est également les Metal Slug, enfin bref, c'est des jeux issus de l'arcade qui ont été portés sur la très grande console, la Neo Geo, que tu connais peut-être, cette console qui coûtait une blinde à l'époque. On était sur une console qui coûtait facilement 800, 900 euros, et des jeux qui coûtaient 300 euros. Le jeu, euro constant. Donc des jeux qui coûtaient très cher et qui étaient de l'arcade. Et c'est vrai que si vous n'aviez pas les moyens, vous avez toujours le copain qui pouvait peut-être la posséder. Moi j'en ai eu un qui me l'a prêté, notamment, et j'ai passé un week-end de dingo. Voilà, donc petite parenthèse, ok boomer. Alors, si on revient sur notre article du Figaro. Donc, vous avez SNK, voilà, spécialiste des jeux de combat, qui est passé sous pavillon saoudien en 2022. Vous avez aussi le développeur américain du jeu mobile qui a fait Monopoly Go, qui rapporte de la tunasse à ne plus savoir qu'en faire, qui est aussi passé sous ce pavillon-là. Et donc, Savigame, qui est en quelque sorte, en fait, la structure aussi... qui est lié à l'Arabie Saoudite, a commencé à mettre ses billes, en quelque sorte, ce fameux fonds souverain, a commencé à mettre des billes en fait dans différents éditeurs, Nintendo également, Capcom, etc. Et il y a eu une approche avec Ubisoft. Donc, le partenariat avec Savvy Group et Ubisoft, alors je crois que le partenariat a même changé de nom. Ils ont un nom qui est claqué au sol, le nom de ce fonds souverain, qui en français fait beaucoup rire. Je sais pas si c'est pas Pico. Ah, je me souviens plus du nom du fonds souverain en question. Je vais le retrouver. Donc ce fonds souverain, c'est le PIF, voilà, donc c'est son nouveau acronyme. Et ce fonds souverain en particulier, il a décidé tout simplement dernièrement de racheter Electronic Arts en particulier. Alors avec un fonds avec une feuille de direction, une feuille de route qui est complètement ubuesque. EA s'est endetté à hauteur de 20 milliards de dollars pour permettre ce rachat. Donc ça sous-entend que EA va devoir rembourser ses crédits auprès des banques, même si vous avez derrière l'Arabie Saoudite qui est en sous-main avec ce fonds souverain qui s'appelle le PIF. Et donc en 2024, c'était plutôt le Savvy Group. Donc bon, le terme a évolué. Mais donc PIF pour nous Français, ça rappelle beaucoup de choses. Et notamment, ça rappelle un petit chien détective qui était une propriété, alors truc de cocasse, qui était la propriété du Parti communiste, PIF Magazine en particulier dans les années 50. Vous êtes sur une chaîne qui aime l'histoire, donc les références, elles vont être liées à l'histoire. Alors si on revient sur notre Ubisoft qui a commencé à faire des micmacs comme ça et des bisous avec ce groupe saoudien, la valeur d'Ubisoft également boursière, qui connaît de fortes turbulences par rapport aux jeux qui ne se vendent pas à hauteur de ce que pouvait espérer Ubisoft. Donc là, par ce biais de cette stratégie, il y a une volonté aussi peut-être de découvrir de nouveaux moyens pour rebondir. Vous avez un peu aussi l'entité Ubisoft actuellement qui est partagée en plusieurs parties, avec une partie qui concentre les grosses licences et d'autres qui concentrent d'autres licences beaucoup moins cotées. Enfin bref, donc là voilà, Ubisoft traverse une forme de turbulence et par le fait que oui, vous avez déjà un autre groupe qui est maintenant au sein d'Ubisoft et qui demande sans doute de la rentabilité, c'est le chinois Tencent, qui est monté... on vous dit, donc il détient presque 10% du groupe ainsi que 49% de la holding de contrôle de la famille Guillemot. Donc, on a une société qui cherche à trouver de nouveaux rebonds. Et ce DLC, notamment, qui se passe donc en Arabie Saoudite, est une possibilité d'avoir ce rebond. Alors, vous pouvez me dire, mais quel est le rapport entre un État, en fait, et une boîte de jeux vidéo? Parce qu'une boîte de jeux vidéo, on peut se dire, à la limite, ils choisissent comme ça, pouf, pouf, pouf. On parle de quoi cette année? Ah tiens, si on allait en Italie. Ah tiens, si on partait dans l'Empire Ottoman. Bon, enfin bref, on peut penser que ça fonctionne comme ça. Alors avant, peut-être. Maintenant, plus du tout. Maintenant, un jeu vidéo est un tel produit culturel qui représente des sommes colossales et qui permet d'avoir des retombées aussi colossales que tout simplement, vous avez, quand une société fait un jeu vidéo, elle essaye maintenant de le vendre aussi à des pays, notamment quand ce jeu parle de ce pays-là. Alors,
si on revient sur le jeu en question, donc qui doit prendre part notamment sur le site de Haloula, donc qui est un site archéologique saoudien qui est au nord-ouest de la Mecque, qui est aussi grand que la Belgique. Alors là, vous avez un deuxième article sur l'Arabie Saoudite et le site de Haloula que j'ai trouvé, donc il date de 2021, sur le National Geographic, donc qui vous présente un peu ce site archéologique pour comprendre un peu de quoi il en retourne, et puis après on reviendra aux jeux vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, voilà, qui mise en fait sur un tourisme maintenant, qui essaye de promouvoir son formidable patrimoine historique, qui est aussi islamique mais aussi pré-islamique. Et pendant très longtemps, en fait, l'Arabie Saoudite a eu une position où il y a eu en fait une négligence volontaire de tout ce qui n'était pas lié à l'islam. Et donc tous ces sites-là étaient plus ou moins laissés à l'abandon. Alors il y avait quand même des recherches liées à des archéologues européens, parfois choisis un peu au compte-gouttes, et ces sites-là n'étaient pas forcément mis en avant, car bon, il y avait du pétrole en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on allait s'angoisser avec du tourisme? Et là, vu que le pétrole est une ressource qui commence à se tarir, même si 40% des réserves mondiales, 40%, t'imagines, 40% des réserves mondiales de pétrole sont en Arabie Saoudite. Et pourquoi les États-Unis sont bien copains avec le prince Ben Salman, vous avez quand même un pays qui pense à l'avenir et qui essaye de développer des projets complètement fous, urbanistiques, de nouvelles villes, avec des énergies dites propres, donc sortir un peu de l'énergie fossile et développer, un peu comme l'ont fait les Émirats, donc que ça soit Dubaï, que ça soit Doha, donc sur d'autres ressources que les énergies fossiles, et donc essayer d'attirer tout simplement des visiteurs, parce que le tourisme, ça rapporte de l'argent. Et donc vous avez une mise en avant, voilà, de ce fameux Al Oula, donc site qui a été classé notamment à l'UNESCO, et donc qui est un gigantesque site archéologique, hein, et donc à 200 km des rives de la mer Rouge, hein, donc aussi grand que la Belgique, et à peu près 64 000 personnes. Alors la densité en Arabie Saoudite, elle est quand même relativement faible. Et donc on est sur un lieu en fait qui faisait partie d'un réseau d'oasis qui permettait notamment des échanges touristiques, commerciaux relativement importants, par le fait qu'il y avait aussi des nappes phréatiques qui permettaient ces oasis, donc on était sur un lieu d'échange. Alors on vous dit que l'Arabie Saoudite cherche à mettre en avant ses joyaux historiques, hein, donc, et notamment celui de Haloula. Et donc, s'il n'était très peu connu et très peu utilisé, il devient maintenant ouvert au public. Alors, on est sur une zone qui représente quand même 20 000 km² de désert. On a des nécropoles qui sont bâties alors à partir de civilisations pré-islamiques, notamment les civilisations nabatéennes. Et les Nabatéens, c'est ceux qui ont également fondé Petra en Jordanie. Alors, si vous ne voyez pas trop ce qu'est Petra, c'est le site archéologique qui apparaît dans l'Arche perdue, donc de Indiana Jones, la fin, le final en l'occurrence. Alors c'est l'Arche perdue ? Ou non, c'est la dernière croisade, qu'est-ce que je raconte ? L'Arche perdue, ça n'a rien à voir, c'est en Égypte. Donc le dernier site qui est donc dans la dernière croisade avec Sean Connery et Harrison Ford. Et donc c'est ce fameux site en fait où vous voyez cette gigantesque porte construite à même la roche. Donc c'est les Nabatéens qui l'ont fait. Alors bien sûr dans Indiana Jones, on se focalise pas sur ce détail-là, hein. On passe carrément à l'essentiel, mais vous avez voilà une grande civilisation qui a rayonné justement sur l'ensemble de ces territoires-là, bien avant le 7e siècle de notre ère. Alors, on a un réseau d'oasis et qui tout simplement a permis à la zone de prospérer et puis progressivement a été abandonnée. Alors en 2017, l'Arabie Saoudite commence à mettre en avant un plan de développement, cette fameuse vision 2030, portée par la Commission royale, et Haloula en fait partie notamment, c'est-à-dire permettre de faire vivre ce site. Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit peut-être que la France, même si on nous critique beaucoup, on est quand même un pays qui a quand même un petit soft power. Alors, à l'échelle de la France, mais certes, mais cependant, vu que l'Arabie Saoudite et la France entretiennent de très bonnes relations, le gouvernement français ne va pas bouder son plaisir d'avoir quand même un pays qui est quand même extrêmement riche et qui tient des relations avec la France, notamment sur l'achat de matériel militaire, soit dit en passant. Et donc, le 10 avril 2018, on vous parle d'un premier accord intergouvernemental signé entre la France et l'Arabie Saoudite, et qui ont fait naître une agence, l'agence française de Haloula. Et donc l'objectif est de développer l'économie touristique du site. Et c'est vrai que la France, on a dans le domaine de la promotion du patrimoine, alors ça c'est un secteur que je connais particulièrement bien, professionnellement, et donc on a aussi une volonté de
présenter cette expertise à l'étranger. Et là, vous avez donc un trésor archéologique qui peut être mis en avant avec cette expertise française que demandent aussi les Saoudiens. Et donc, vous avez voilà, des instituts français de recherche archéologique, mais pas que aussi, qui vont travailler dans la promotion de ce site. Donc, on a des sites patrimoniaux qui sont parmi les plus importants sur le plan culturel, etc. Et donc, vous avez voilà, la famille royale saoudienne, bien sûr, qui veut mettre en avant ces joyaux architecturaux. Regardez-moi ça comme c'est beau, quand même. Imaginez le travail qu'il a fallu, quand même, pour creuser à flanc de montagne ce type de structure. C'est fou. Fou. Alors, bien entendu, on n'a pas que des bâtiments, on a aussi des éléments de gravure, d'éléments aussi qui peuvent parler aussi de présence d'anciennes espèces animales, on vous le dit, des mammifères, avant que le désert prenne le dessus, les lions, les autruches, les girafes. Et donc forcément, ces espèces qui ont déserté le site actuellement ont laissé des restes, des fossiles en particulier, qui participent autant à la promotion et à la découverte de ce site. Donc l'UNESCO, bien sûr, suit le dossier avec des financements, notamment pour mettre en avant la recherche, la préservation, la transmission de ce patrimoine, etc. etc. Donc, on a un site voilà, qui connaît un renouvellement dans le cadre d'un développement politique de partenariat entre deux États, la France et l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que Ubisoft se retrouve dans cette histoire en particulier. Alors, là, on va passer directement maintenant à la sortie du jeu, qui est ici. Donc là, c'est sur Jeux Actu, donc un article qui relate notamment la sortie du jeu sur toutes les plateformes et de ce DLC en particulier. Donc là, on est courant novembre 2025. Et donc le DLC s'appelle La Vallée de la Mémoire en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un DLC qui est gratuit. Si vous avez le jeu, vous mettez votre galette dans votre PlayStation Xbox et vous pouvez automatiquement avoir accès au jeu. En fait, en lançant le jeu, vous avez dans un menu extension, je crois. Donc, il faut le télécharger. Il fait à peu près, je crois, une trentaine de gigas quand même. Et c'est un DLC qui doit vous occuper à peu près entre 6 et 10 heures. Moi, je pense que je vais mettre 10 heures dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a un stream sur Twitch qui doit traîner sur ma chaîne et qui vous présente les premiers instants du jeu. Et si vous avez fait Assassin's Creed Mirage, vous retrouvez vraiment les gimmicks. Il faut s'y remettre un peu. Donc, je vous avertis, c'est pas simple. Alors, donc grosso modo, le jeu reprend dans ce contexte du 9e siècle, vallée historique, avec des nécropoles nabatéennes classées à l'UNESCO. Et donc, ce DLC qui est gratuit vous permet de découvrir justement cet environnement. Ben écoutez, on est sur une chaîne qui aime l'histoire, et ben pourquoi pas regarder le DLC. Hop là. Là, on vous représente Assassin's Creed Mirage. Finally. Have you missed me that? Donc vous retrouvez les personnages emblématiques de la première du premier épisode. I came to Al-Ula in search of my father. It has been many years since I last saw him. There has always been lawlessness here. My father fell prey to these same robbers. I must learn all I can about them. Donc on est face à des mercenaires, on ne sait pas trop qui ils sont. Et dans cette histoire, on apprend que notre Basim, il recherche son père également. Donc on veut savoir s'il est réellement mort ou pas en fait. C'est comme ça que commence le DLC. Ah, les fameuses nécropoles. Et donc on est dans pas mal de missions d'aide des populations, etc. aussi. Why involve him? Your fight is with me. Where is my father? Donc avec des contrats, des missions, bon enfin bref là, le jeu en tant que tel. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il est disponible désormais en téléchargement. Alors les petites améliorations en fait concernant le jeu, pour ceux qui veulent vraiment voir au niveau du gameplay les nouveautés, donc elles sont citées dans le site du jeu Actu. Vous avez des séquences de l'animus, possibilité de rejouer n'importe quelle mission ou contrat pour obtenir de nouvelles récompenses, un parcours enrichi avec des nouveaux mouvements, etc. Donc là ils ont amélioré un peu le gameplay, des outils de compétences, réglage de difficulté, alors ça c'est vraiment pas mal ça d'ailleurs, c'est assez accessible, et des filtres visuels qui permettent, voilà, inspirés des anciens jeux, de compléter un peu l'aspect du jeu en tant que tel.
Donc on est vraiment sur un jeu qui nous fait beaucoup d'œil. Une bande-annonce de 14 nouveaux titres donc de Braden Angelide. Ok, donc ils sont vraiment... C'est vrai que c'est sympa à écouter. Et c'est disponible depuis le 21 novembre, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller faire un saut pour récupérer ce DLC gratuit si vous avez le jeu d'origine. Alors, ce qui est à noter, donc pourquoi... ça a souvent été vu, je l'ai vu dans plusieurs sites en particulier. Est-ce que c'est une nouveauté, justement, ce type de partenariat entre des États et des boîtes de jeux vidéo ? Il va falloir explorer ça tout de suite. Alors Ubisoft est habitué à ce type d'éléments. Notamment, vous avez dans des épisodes précédents, en fait, Ubisoft s'est rendu compte que ces jeux-là pouvaient servir en fait d'outils marketing pour des pays. Quand vous avez eu Assassin's Creed 2 qui est sorti, donc celui qui était consacré à la Renaissance italienne, vous avez tout un merchandising qui s'est créé autour, et notamment en Italie, et il n'était pas rare quand vous visitiez les sites emblématiques de Florence, quelle belle ville, de Venise, etc. Vous aviez donc des vendeurs à la sauvette qui vendaient des produits estampillés non officiels, Assassin's Creed en particulier. Donc des États ont rapidement compris que le jeu vidéo pouvait permettre de promouvoir leur tourisme. Alors au début, c'est un élément qui était un peu anarchique, et Ubisoft a compris cet intérêt-là, notamment aussi des outils et des jeux qui pouvaient être utilisés dans un cadre scolaire, donc second marché qui arrive. Donc c'est pour ça que vous avez eu les extensions destinées à un mode dit enseignant ou pédagogique, avec Origin, Odyssey, Valhalla également, et puis dans Mirage aussi. Et vous avez aussi une extension de Assassin's Creed qui existe sur d'autres supports, et notamment sur des supports smartphone en particulier, avec une extension donc qui est une application sur Mirage qui peut être télécharger gratuitement et qui vous permet de découvrir le jeu avec des jeux. Alors attention, vous n'êtes pas sur du grand jeu vidéo, hein, c'est du tactile, mais cependant qui vous permet d'explorer en fait le lore du jeu et notamment l'aspect historique du jeu. Donc ça existe sur téléphone et des applications. C'est une application qui est gratuite et qui se télécharge sur les stores officiels de vos téléphones, Android, Apple, etc. Donc Ubisoft a déjà cette stratégie-là, hein, d'utiliser le jeu vidéo pour mettre en avant sa société, mais aussi présenter un cadre historique qui va intéresser des États, et Ubisoft l'a compris. Le secteur éducatif l'intéresse, bien sûr, c'est une société qui essaye de se diversifier, et dans le cadre du tourisme, on a exactement la même procédure. Par exemple, si tu télécharges Assassin's Creed Valhalla, donc le jeu qui se passe sur les Vikings, tu as tout un aspect historique qui se passe entre alors plus ou moins l'Angleterre et une partie de l'Irlande, et puis aussi la Scandinavie grosso modo, et en fait vous avez des partenariats qui ont été signés notamment avec l'Office du tourisme irlandais, donc après 2020, donc après la sortie de Valhalla, qui permettait de promouvoir en fait certains sites emblématiques de la culture irlandaise qui étaient portés dans le jeu, notamment la fameuse marche des géants, certains sites archéologiques qui ont une renommée, et donc ça c'est des partenariats entre l'entreprise et un office du tourisme d'un État, et donc ça se biait par des contrats, tout simplement, pas d'exclusivité, mais vous avez une utilisation des images du jeu dans des bandes annonces. Et là on va plus loin, on a carrément un DLC avec l'Arabie Saoudite où là on joue dans le cadre du pays en tant que tel, et ça permet au pays d'avoir une forme de soft power et à Ubisoft d'avoir de nouveaux marchés. Donc là on voit que le jeu vidéo ne devient pas un simple élément de loisir en tant que tel, il peut porter un soft power et il peut porter aussi tout simplement de nouveaux marchés pour une boîte qui va pas très bien en ce moment, hein. Et donc on a vraiment cette volonté d'utiliser ce support là pour tous ces éléments, donc qui sentent bien la moulaga, hein, soit dit en passant. Allez, on va passer maintenant à notre deuxième sujet. N'hésitez pas à commenter, hein, cette séquence, hein, ça sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Alors, deuxième sujet, pas une bonne nouvelle malheureusement. Donc c'est sur mo5.com que j'ai vu cette triste nouvelle. La cofondatrice d'Interplay, Rebecca Heinemann, nous a quittés. Donc une femme qui fait du jeu vidéo, c'était pas courant dans les années 80. Là, vous êtes vraiment face à une grande pionnière en fait du jeu vidéo, qui a participé sur énormément de projets et qui malheureusement s'est éteint début octobre, donc d'un terrible cancer foudroyant. Et donc l'article de MO5 rend hommage à cette grande dame, et notamment je trouvais important dans l'émission Hebdo Explore, où on parle de jeux vidéo et d'histoire, de consacrer un petit aspect nécrologique, hein, sur cette personne-là qui nous a quittés. Alors qui était cette grande personne, donc qui est née en 1963, hein. Donc c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire,
pas forcément riche pour acheter du jeu vidéo, et donc elle va se débrouiller par elle-même pour faire du jeu vidéo, sa grande passion, et notamment en trafiquant des Atari 2600, donc la fameuse Atari VCS 2600, donc qui a popularisé le jeu vidéo dans les années 70-80, et j'en ai eu une. Et en 1980, elle se fait connaître, donc cette bidouilleuse dans son garage, par le fait qu'elle a remporté un concours, et ça c'est un truc complètement fou, le premier tournoi américain du jeu Space Invader, qui est apparu en 78 au Japon, et du coup elle a gagné ce concours-là. Donc déjà voilà, une vraie gameuse en quelque sorte, et qui va se lancer dans le jeu vidéo tout simplement. Et donc elle va se faire embaucher ensuite dans différentes sociétés. On vous parle de Avalon Hill, notamment, qui va la recruter en tant que telle. Alors, elle se situe, donc elle s'installe en Californie, et elle va progressivement fonder un studio qui va laisser de longues traces, Interplay en particulier. Et donc Interplay, c'est Westerland, donc là on vous dit 1988. Elle va travailler sur The Bard's Tale 3 Tears of Fate, 1988, et le fameux Dragon's Wear en 1989. Donc on a une personne qui va bidouiller, mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte, et puis c'est quelqu'un qui est connu quand même pour avoir porté sur des consoles dont on pensait que c'était pas possible, Another World de Eric Chahi en 91 et Doom en 93. Alors Doom, on peut le porter sur tous les supports, si vous connaissez un peu le domaine du jeu vidéo. Doom, on a des personnes qui arrivent à l'importer sur des écrans d'imprimante, les écrans qui vous permettent d'accéder au menu de votre imprimante. Vous avez des personnes qui arrivent à le porter en tant que tel. Donc c'est cependant quand même quelqu'un qui aimait le jeu vidéo, qui bidouillait énormément, et d'ailleurs qui avait une chaîne YouTube où elle présentait toutes ses bidouilles au courant des années 2000. Alors on a donc une personne qui est partie, qui malheureusement était une grande dame, et qui s'est éteinte, et qui a eu une montagne de félicitations, et notamment, alors félicitations pour son œuvre en particulier, et des messages de condoléances, et notamment du grand Tim Schafer, donc ou de Ron, non c'est Tim Schafer, donc le grand créateur co-créateur de Monkey Island, de Day of Tentacle, un des jeux mais fétiche, et donc qui lui a rendu hommage en indiquant que ce nom peut-être vous disait rien de Heiman. Par contre, vous avez joué à ces jeux, c'est évident, ou vous avez joué à des productions auxquelles elle a participé. Et puis pour terminer, c'était aussi une militante politique, c'était quelqu'un qui s'est battu notamment très tôt pour l'égalité des droits entre personnalités selon leur orientation sexuelle, donc la communauté LGBT+, en particulier. Et donc c'est une grande dame qui s'est éteinte malheureusement, et qui va laisser derrière elle le souvenir d'une bidouilleuse en particulier. Donc la cofondatrice d'Interplay, Rebecca Heiman. Et ce qui est quand même triste dans ce cas-là, c'est que cette personne-là, qui malgré tous ces projets qui ont été relativement importants, n'a pas eu assez d'argent pour payer ses soins. Elle avait ouvert une cagnotte en ligne en particulier pour essayer d'être soignée. Vive le système américain de soins, soit dit en passant. Et du coup, la cagnotte, elle l'a annoncé qu'elle servirait à financer ses obsèques. Ambiance. Donc, on est face à une personne qui m'est connue, et j'espère qui aura une partie de son travail reconnue par peut-être de futures recherches autour de ce qu'elle a pu contribuer, ou peut-être également par des clins d'œil à son travail et à ses différents projets. Voilà. On va s'intéresser maintenant à un autre jeu qui va bientôt sortir. Donc je sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité gaming. Alors moi je sais que Day One, je l'ai commandé. On va partir voir une jeune femme qui aime pas qu'on la saoule, et qui derrière son armure rutilante dégomme des extraterrestres. Allez, on y va. Je parle bien entendu de Metroid Prime 4 Beyond. Donc ça fait plaisir enfin que le futur Metroid sorte, après ce développement compliqué. Je vois que certains avaient déjà la ref. On a la future, alors je crois que c'est début décembre, le 4 décembre si je me trompe pas. Alors vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis planté. Le jeu donc va sortir sous peu. Il a été repris, il a eu un développement compliqué, On avait vu un premier jet il y a déjà plusieurs années de cela. Nintendo, ça leur a pas trop plu, donc ils ont décidé de reprendre le projet, le confier à un autre studio. Alors, je me souviens plus du nom du studio qui a repris le projet. Et donc là dernièrement, une preview a été présentée, notamment du jeu. Alors le jeu, il sera porté sur les deux versions de la Switch, Switch 1, Switch 2.
Alors bien sûr, vous avez les kékés qui vont dire « Ouais, mais sur Switch 2, il sera beaucoup plus beau. » Oui, mais à la base, c'est un jeu qui était pour la Switch 1. Donc moi, je le ferai sur Switch 1. La Switch 2, OSEF, pour l'instant, je trouve qu'elle n'est pas intéressante. Il n'y a pas assez de jeux qui mériteraient l'achat d'une nouvelle console. Et ces Game Keycard, vous le savez ici, ça m'agace particulièrement. Ces cartouches que vous achetez où il n'y a pas les jeux dessus, où il faut les télécharger. Le jour où le serveur il ferme, ma cache, c'est fini pour vous. Donc moi, je veux mon jeu sur ma cartouche. Je suis comme ça. Quand j'achète, je sais pas moi, une pizza dans une boîte, je veux pas que la boîte, je veux la pizza qui est dedans. Donc voilà, plus sérieusement, vous avez voilà, une preview qui a été présentée par IGN. On a 7 minutes de preview sur le jeu. Alors c'est assez beau, même si ça semble un peu vide. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Bon, les environnements de Metroid n'ont jamais été des environnements très très pleins. Nous, ce qu'on aime dans Metroid, c'est la complexité des niveaux, se balader, trouver son chemin, un peu ce Metroidvania, donc mélange entre Castlevania et Metroid. Donc c'est ça le sel du jeu. Là, on est dans un jeu qui ressemble quand même beaucoup, je trouve, à ce qui est sorti sur GameCube. L'esthétique en particulier, le fond mystérieux, le Prime en particulier, qui est disponible sur Switch 1, soit dit en passant, si vous ne l'avez pas fait, c'est un très très bon jeu. Il a vraiment été, le portage a vraiment été de qualité. Et moi j'attends le remaster du 2 qui doit sortir, je crois, sans tarder également. Même si je l'ai sur GameCube, il va sans dire. Alors, ça vous dit qu'on regarde un petit extrait ? Posez la question, c'est déjà y répondre. Alors dites-moi si le son c'est bon, pas trop fort quand je parle. Incarner Samus Aran et explorer une mystérieuse planète inconnue. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu sur GameCube quand même. Beyond. Ambiance tropicale. Le centre de recherche UTO a été attaqué par le redoutable Psylux. Donc un nouveau méchant. Samus, la chasseuse de primes solitaire, répond à l'appel de détresse. Mais au cours de l'affrontement, les choses prennent un tournant inattendu. Lorsqu'elle revient à elle, Samus découvre qu'elle se trouve désormais sur une planète inconnue, Vuros. Donc nouvelle planète, nouveau biome désertique. Trouver le moyen de s'en échapper. Alors on va pas regarder peut-être les 7 minutes, mais bon, ça permet de redécouvrir le lore en fait qui va être utilisé. Déchue, ainsi que diverses régions, telles qu'une jungle luxuriante, un complexe sous la tempête, un laboratoire dans la glace. Oh putain, c'est toujours les mêmes. Et il y a la lave ? Oh putain, non, non, oh non. Alors pourquoi tu colles ? Parce que c'est toujours les mêmes biomes quoi. Ils peuvent pas être originaux quand même. Chaque région regorge de chemins. Ah, le ciel, la foudre. Et de menaces redoutables que Samus devra affronter. Quel dommage quand même. Alors je l'ai quand même préco parce que bon c'est quand même Metroid, mais bon. Collecter des informations. Qu'est-ce qui a causé la chute de cette civilisation ? Qu'a-t-elle laissé derrière elle ? On sent quand même qu'ils ont repris les fondamentaux. Ils se sont dit Metroid c'est quoi ? Allez, on fait la même chose. Rassembler autant d'informations que possible pour élucider les mystères de Vuros et trouver comment vous en échapper. Ah, je pensais qu'ils avaient des biomes différents quand même, mais non, ils sont repartis sur le traditionnel. Grâce à son arsenal, Samus peut tirer des rayons d'énergie en rafale ou chargés. Lancer des missiles à tête chercheuse. Alors je trouve moi celui qui m'avait bien plu, le dernier Metroid, c'était celui sorti sur Switch. En boule morphing. Metroid Dread. Vraiment bien, en 2D, nickel. Moi c'est... Ainsi que réaliser. Je l'ai fini à 100% pour vous dire. Donc j'ai adoré. Au cours de son aventure, Samus fera l'acquisition de nouveaux pouvoirs psychiques. Ah, alors ça c'est une nouveauté ça. Le rayon de contrôle, par exemple, vous laisse définir la trajectoire de vos tirs. Ah, donc des missiles guidés. Le gant psychique qui permet de manipuler l'énergie pour activer certains mécanismes. Faites-en usage pour ouvrir de nouveaux chemins. Bon alors peut-être que l'aspect, Vuros, dans ses ce qu'on espère, l'aspect quête, recherche va être sympa. L'aspect réflexion sur l'environnement.
Et bien sûr, on a une moto. Ça, c'est la nouveauté. Les différentes régions sont connectées par un vaste désert, la vallée de Sol. Alors, c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai l'impression que c'est un peu méga vide. Hein. Une machine issue d'une ancienne Total Recall, exactement. Ouais. Samus peut le parcourir à toute allure. Bon, elle est classe, la moto. Akira sort ce jeu vidéo, hein, soit dit en passant. Hein. À ses commandes, Samus peut se défendre face aux menaces et détruire d'étranges cristaux qui peuvent être convertis en énergie. Donc c'est bien. Donc avec la moto, on peut déjà s'en servir comme d'une arme. Et de s'angoisser, essayer de tirer droit. Peut être invoqué partout où il est possible de la. Alors j'espère que le monde ouvert, il va être intéressant à visiter, quoi. J'ai peur là. Et Samus peut en descendre pour examiner des points d'intérêt. On n'est quand même pas sur le même type de présentation de Zelda quand même. Samus Hein. n'est pas la seule personne à avoir. On n'a pas la même excitation sur Breath of the Wild quand même. On se disait mais c'est fou. Là on est plus sur un sentiment de Samus jeu courant. parfois leur route au cours de l'aventure et ils auront l'occasion de combattre côte à côte et d'unir leurs forces afin de. Donc on va avoir des alliés, d'accord. Ouais, ça c'est nouveau ça. J'ai pas souvenir dans les autres Metroid qu'on ait ce type de. À part les petits singes dans Metroid sur Super NES hein, qui nous indiquaient ce qu'il fallait faire à l'écran, notamment pour utiliser la Morph Ball, pour ceux qui se souviennent. Séquence complètement dingo, on voit un truc, on se dit tiens mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Et on le fait. Ah, elle est toujours seule, oui. Mais il y a parfois quelques éléments voilà, de PNJ qui pouvaient intervenir. Là ça a l'air d'être plus poussé quoi. On les trouvait morts généralement les autres personnages. Hein. Ah oui, même les monstres, on est bon sur avoir l'IA. Ouais, je pense qu'on va pas avoir de choses faux folles quand même sur l'IA. Mais bon, ne présumons pas, ne faisons pas les vieux grincheux. Hein. On n'est pas sur une chaîne de grincheux aussi un peu quand même. C'est un peu la marque de fabrique. Euros vous attendent. Samus et ses alliés pourront-ils en réchapper en vie? Alors, est-ce qu'il y a du gros boss? Metroid Prime 4 Beyond, disponible le 4 décembre. Ah, le 4 décembre. Bon, bah, vous voyez, je vous avais dit le 5, du coup. Les images de cette vidéo sont tirées de la version Nintendo Switch 2 édition du jeu. Bon, ils sont honnêtes. Cette version permet également de jouer à la souris avec les Joy-Con. À la souris. Mais qui joue à la souris à Metroid? Permettez Non, mais... entre la visée au stick et celle à la souris en changeant simplement la façon dont vous tenez le. Ah, les gimmicks que personne va se servir. Mais bon, il fallait le faire. De jeu instantanément pour faire face à toutes les situations. Une classe comme moto, c'est une péniche à manœuvrer, une bécane aussi longue. Mais oui, mais je pense que c'est pas. Tu vas pas avoir une sensation folle sur la manœuvre. Pour une aventure T'as raison. plus immersive et détaillée en 4K à 60 images par seconde. Ou privilégier les performances avec un affichage Full HD à 120 images par seconde. Ça, c'est quand même saoulant, ça, qui est ce choix de mode. Tu mets un mode Le unique. jeu est disponible en version Nintendo Switch 2 édition. Pourquoi ils sortent du matériel où t'as toujours ces altérations? Moi, ça me rend dingo, ça. Sur Nintendo Switch. T'as une voiture, ouais, une avec des roues et d'autres sans roues. Si vous jouez à la version Tu choisis laquelle? Switch Non, mais- sur Nintendo Switch 2, vous pouvez acheter la mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 édition pour profiter de ces Et améliorations. bien sûr, on va vous faire payer. Alors, je sais pas combien elle est la mise à jour. Les Hein. du jeu sont également en Pas forcément les amiibo. La moto est jolie en amiibo. Vous Hein. pouvez les scanner pour obtenir des effets en jeu spécifiques à chacun d'entre eux. Alors moi, les amiibo, j'arrive pas à les ouvrir. Hein. C'est un drame. Hein. Je les laisse dans leur petite pochette. Alors, désolé pour l'accent du sud-ouest. Alors, donc du coup, hop, on revient. Je vais baisser le son de la Zikos de fond parce que j'avais peur que ça soit un chouïa trop fort. Dis-moi si c'est bon. Alors, donc on vous parle voilà de ce qui a été vu dans la vidéo. Hein. Si vous échouez à sauver les soldats lors d'une fusillade, bah forcément ça peut amener un game over, d'accord. Donc esprit collectif alors que le jeu était plutôt sur de l'individuel à la base. Alors, ah bah Olivier, merci de le préciser, ça je le savais pas ça. Est-ce que quand tu as les mises à jour Switch 2, si tu es abonné au Nintendo Online, tu les payes pas? C'est vrai ça? Alors ça c'est intéressant par contre. Et est-ce que tu les possèdes tout le temps après si tu te désabonnes? Est-ce qu'une fois qu'elles sont installées, on vérifie pas si tu as un abonnement? Parce que moi je suis pas abonné à la formule, je suis abonné au
à la version de base, abonnement à 19 € par an, je crois. Donc ce qui est ridicule, franchement, et qui permet d'avoir des sauvegardes en ligne. Alors ça, c'est l'intérêt, hein. Parce que moi, je vous explique le trauma que j'ai eu avec ma Switch 1. Je balance Breath of the Wild, j'ai fait je sais pas combien d'heures. J'avais pas d'abonnement en ligne, j'ai perdu ma sauvegarde. Elle s'est mal enregistrée dans la console. Et donc, résultat, donc là, tout de suite, j'ai dit, allez, c'est bon, je prends un abonnement en ligne pour avoir ma sauvegarde en ligne. D'accord. Donc, tu as une Switch 2, Olivier. Vil traître à la cause du physique. Ici, on défend le physique, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je plaisante, lol. Donc, oh là 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 là, mais comment c'est possible? Incroyable, incroyable. Oh là là, mais je vais tout. Là, tu vas voir, tout avoir, c'est incroyable. C'est un scandale. Ah, mais plus sérieusement, donc si tu as l'abonnement online maximum, parce qu'elle vaut son prix. Non mais moi je pense qu'un jour j'y passerai à la Switch, je le dis, à la Switch 2, parce que s'ils me sortent des jeux qui méritent un changement de console, je le ferai. Pour l'instant je trouve pas. Alors, par contre, moi ce qui m'avait gêné la première fois, et pour ceux qui suivent la chaîne, je l'avais déjà dit dans des anciens Hebdo Explore, c'est que quand elle est sortie, elle était trop chère. 510 € avec Mario Kart et 470 € nus, mais c'était un foutage de figure. La première Switch, elle était vendue 369 €. Donc moi, je l'avais pris Day One. Je trouve que c'est un prix pour une console portable qui faisait salon. Je trouvais que c'était abordable. Après, bon, j'ai pris Breath of the Wild, donc forcément, je suis monté un peu plus haut. Mais voilà, j'avais quand même le jeu que je voulais. Là, ils ont baissé le prix, et tu as raison, Olivier. Désormais, la Switch 2, vous la trouvez à 470 € avec Mario Kart. Donc elle a perdu 40 balles quand même. Et vous la trouvez à 419 €, je crois, sans jeu. Et là, on se rapproche quand même de quelque chose de plus logique, hein. Alors, petit conseil, si vous cherchez la Switch 2, ne l'achetez pas sur AliExpress, hein. N'oubliez pas une chose, c'est que certes, vous allez peut-être la payer 380 €. C'est les prix qui courent sur AliExpress. Mais si vous avez un problème, alors là, je pense que vous pouvez pleurer pour votre garantie, hein. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux pas prendre ce risque-là. Et puis faire travailler aussi quand même les structures européennes, les structures aussi en France, hein, les magasins notamment qui vivent avec ces supports, même s'ils touchent pas grand-chose sur les consoles, mais faire vraiment du local, surtout pour une console qu'on peut avoir désormais pour quelques euros de plus, hein. Et les douanes, bien sûr, je pense, vont pas vous louper également. Ça, c'est aussi un risque, hein. Mais bon, c'est le jeu, c'est normal, hein. Après, il faut bien... Les impôts, ça sert à payer les hôpitaux, hein, je vous le rappelle, hein, et les écoles. Bon. Et les fonctionnaires, ne les oublions pas. Donc, bienvenue sur la chaîne de la revendication. Donc voilà, donc pour ce petit segment consacré donc à une future sortie que je vais être là, Day One. Alors peut-être ça sera en live, peut-être que ça sera sur Twitch. Et donc, on va voir notre prochain sujet. Vous voyez, on avance, hein, on perd pas de temps ici sur cette chaîne, hein. Ah, on a parlé d'Ubisoft en début d'émission, et je sais que certains vont me dire que je suis un vil vendu à la cause des Bretons indépendants. Donc je vous rappelle qu'il y a cette rumeur urbaine sur le terme Ubisoft, hein, qui ne veut pas dire Union des Bretons indépendants, Ubi, hein. Ça c'est une légende urbaine. Mais bon, j'aime bien la rappeler, cette légende urbaine qui me fait beaucoup rire. Mais c'est que Ubisoft également, s'ils font des choses intéressantes avec ce DLC gratuit, et c'est pas du foutage de figure, hein, ils respectent leurs joueurs, là, je trouve, dans ce cas-là. Donc ça, c'était le début de l'émission pour ceux qui arrivent en cours ou qui ont choisi par le chapitrage le secteur qui les intéresse. Là, on va s'intéresser maintenant à quelque chose qu'ils ont fait, et on peut dire, excusez-moi du terme, on peut dire que c'est une grosse... voilà, je n'ai pas dit le terme, mais ils se sont fait rattraper par la patrouille par rapport à ce qu'ils ont fait avec de l'IA. Donc là, on est sur Eurogamer. On va traduire l'article en français. Ils ont mis un peu d'IA dans leur nouveau Anno 117 Pax Romana, qui est une grosse série. Alors Ubi, oui, Ubiquité, tout à fait, hein, c'est pour ça qu'ils ont pris ce nom, et Soft pour software, bien sûr, tout à fait. Ils ont fait de la merde, excusez-moi de le terme, c'est-à-dire ils ont utilisé de l'IA pour faire des images entre séquences, donc de téléchargement, d'attente, etc., où ils ont fait des trucs gérés par une IA, tout simplement. Alors qu'ils ont une armée mexicaine de designers de qualité qui font du très bon boulot, et ils ont mis ça. Alors là, ça a créé un scandale phénoménal. Regardez-moi cette image pour ceux qui ont la version vidéo. Vous avez un personnage, au fond, on voit pas ses bras, géré d'une manière aléatoire,
qui se tient d'une manière assez curieuse. Et donc voilà, on a de l'IA qui s'est glissée entre des travaux qui ont été faits par des humains. Donc forcément, ça a créé pas mal de remous. Hein. Donc un écran de chargement, voilà, je cherchais le terme, généré par IA, insistant sur le fait qu'elle était passée inaperçue. Oups, on a oublié de l'enlever. Ça fout mal quand même. Hein. Ça fout mal pour une boîte qui met en avant ses équipes, Ubi Forever, etc. Ça fout mal. Hein. Et puis, alors, je pense qu'il y a d'autres soucis qui sont relevés. On peut se dire, bon, ils peuvent avoir un premier jet fait par IA pour se donner des idées, etc. Mais le problème, et ça c'est sur le site Silence on joue, ah bah alors je suis ravi si t'en as vu une autre, n'hésite pas. Sur le podcast Silence on joue de Erwan Cario, dernièrement, là j'avais bien aimé justement sa brève, c'est qu'il indiquait le problème, c'est que des studios travaillent de l'IA, malheureusement ça devient courant. Ils suppriment des postes. Après, bon, vous avez tout le débat autour de l'IA, de ce que ça représente en coût environnemental, etc. Oui, mais bon, on peut dire un peu la même chose pour beaucoup de matériel qui utilise de l'électricité, des serveurs, etc. Hein, le jeu en ligne, hein, parlons-en. Hein. Donc oui, il y a un élément qui est à prendre en compte dans le débat sur ces notions-là d'environnement. Mais l'autre souci, c'est que quand vous faites un premier jet comme ça, c'est ce qui va définir la suite du projet créatif. Et donc là, on a quand même des designers qui à la base, des artistes designers, qui doivent impulser une image, un imaginaire et autres. Et donc, si c'est fait par une machine pour juste avoir ce premier jet, moi je trouve que c'est vrai que philosophiquement, ça pose un problème. Alors, les écoles de beaux-arts, de nos jours, elles sont concurrencées par l'IA, et c'est vrai que les étudiants de beaux-arts qui se lancent dans ces études-là, ça devient compliqué, je pense, parce que déjà, pour mettre en avant leur talent artistique, on les remplace par des algorithmes, et puis d'autres, c'est à tout niveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait des études de beaux-arts et ensuite qui se lance dans le design, web designer, créateur d'affiches, etc., et qui peut créer localement des éléments pour, je sais pas moi, une pizzeria qui veut refaire son affiche et autres, ben maintenant, avec ces outils-là, en fait, ils passent plus par eux. Personne, elle va sur Midjourney ou d'autres intelligences artificielles, elle fait son affiche, elle est contente, elle a un peu ce qu'elle veut avec des champignons qui sourient, etc. Et en fait, ça supprime des emplois. Moi, j'ai un ami qui travaille dans ce domaine-là, et d'ailleurs, les logos de la chaîne Hebdo Explore sont faits à la main, ont été faits par un être humain. Alors, parfois, je me permets un peu d'IA dans des petites séquences là, de 2-3 secondes là, pour faire un peu un truc YOLO, etc. D'accord, ok. Mais si vous voulez, voilà, je suis quand même pour une utilisation majoritairement humaine, hein, qui doit rester quand même un contrôle derrière et qui ne doit pas remplacer des emplois en tant que tels. Moi, j'ai pas les moyens de me faire des petites séquences vidéo avec des artistes, malheureusement. Par contre, mes logos, bah oui, j'ai pris les moyens pour le faire parce que je trouvais ça important. Donc oui, ça peut ne pas plaire ma position. Je sais que ça peut critiquer, je peux être critiqué et autres. Voilà, je suis honnête avec vous, je vous le dis directement. Il y a un outil qui peut être intéressant, mais qui ne doit pas remplacer des métiers créatifs qui peuvent permettre quand même de promouvoir notre créativité humaine. J'espère que j'étais assez clair. Alors revenons sur Ubisoft. Alors le mec à droite avec son verre en vin pose problème. Pourquoi j'ai... Mais ils ont même pas corrigé l'erreur. Donc alors toi tu dis au niveau du personnage là. Ouais, c'est vrai qu'on voit le ballon. Alors déjà des verres en verre dans la Rome antique. Waouh! Waouh! Merci de me l'avoir fait remarquer. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Des verres en verre dans la Rome antique, mais n'importe quoi. Et moi je pensais au ballot, tu sais, le côté design, etc. Donc j'étais là, oui, c'est vrai que la forme, le volume, etc. Mais tu as raison. Mais c'est n'importe quoi. Waouh, waouh, waouh. Non mais pas des verres. Pas à ce niveau-là. Dans les tavernes, etc., t'avais des gobelets qui étaient en terre cuite, parce que déjà ça coûtait beaucoup moins cher. Et là, des verres en verre, de la vaisselle en verre. Alors, je suis pas un spécialiste, tu me diras, dans ce domaine-là, sur l'art ménager dans les familles romaines, et chez les patriciens en particulier, qui étaient les plus riches. Mais bon, oui, ça fait gros quand même. Là, on a l'impression qu'il manque plus que la coupe de champagne. Oh là 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 là. Donc, fantastique. Et donc Ubisoft a essayé de rétro-pédaler. Hein. Donc forcément les fans attachés en plus à une série qui est quand même un des fers de lance de la maison Ubisoft. On parle des Assassin's Creed, mais les Anneaux, c'est vraiment quelque chose. Alors moi je suis pas trop au jeu de stratégie, donc vous en verrez pas trop sur la chaîne, même si j'en ai tâté déjà. Hein. César notamment, les fameux César 3 pour pas le nommer, sur PC.
D'accord, bah écoute, je regarderai. Bah écoute, tu m'as appris un truc, je découvrirai. J'ai pas souvenir moi de vaisselle en verre quand même, je te le dis, hein, en tant que tel. Mais bon, je n'étant pas spécialiste de ce domaine-là en particulier, je te laisse le bénéfice du doute et je le remets pas en cause tout à fait, hein. Alors, si on revient donc des visages déformés, disproportionnés, des membres manquants, un décor qui a pas d'âme, etc. Et donc forcément, ça a choqué des fans, mais aussi ça a choqué des développeurs et notamment des artistes qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous avez donc des utilisateurs sur différents forums, alors là sur le site d'Eurogamer, ils citent Reddit, etc., qui dit les outils IA pourraient... Alors on a une société qui peut permettre de payer des artistes, ils passent par cette facilité-là, etc. Donc vous avez un storm shit qui arrive à violence grand V, hein. Et donc forcément, vous avez Ubisoft qui a rétropédalé, hein, et qui a indiqué que le jeu, en fait, voilà, c'était une erreur. Oups, on a oublié de l'enlever. Elle fait partie des pré-projets, en fait, et on n'aurait pas dû la mettre dedans. Ben oui, mais vous auriez dû même pas y penser, tout simplement, quoi. C'est quand même un truc dingo, quoi. Donc là, le rétropédalage, il est violent, quand même, hein. Ce qui est quand même dommage, je pense qu'Ubisoft n'a pas besoin de ce type de problème. Ben écoutez, on va regarder le petit trailer. C'est vrai que c'est beau quand même. Ah, les visages sont quand même bluffants, hein. I think only of beauty. Exquisite buildings arranged in divine. Oh putain, c'est vrai que c'est classe, hein. Wide open lands bent to suit our most luxurious desires. Markets with the finest goods, ornaments on every street. There's always a grand plan. Until invaders reduce it to rubble. Guided by Mars's hand, we shall build an unstoppable force on sea and on land. We shall protect our settlements and fight for the Empire, whatever the cost. Ah ouais, c'est bluffant, hein. Et là, on a besoin d'artistes, hein. Marcus Exactus. No space should be wasted. No resource left uncounted. Mais en plus, moi, je comprends pas leur délire sur l'IA parce que c'est moisi, quoi. C'est pas fiable en tant que tel. Certes, ça fait économiser des ronds, mais en termes d'image de studio, c'est catastrophique, quoi. Et puis tu dis, nous, au moins, on utilise des gens, mais comme par exemple le studio de Baldur's Gate, l'Ariane Studio, qui mise sur le bien-être de ses équipes, qui mise sur le report des jeux quand ils sont pas terminés pour le respect de leur public, ce que faisait aussi CD Projekt avant Cyberpunk, hein, et la catastrophe qui a été la version One et PS4, ça participe à l'image que tu as du studio. Mais imagine Ferrari qui sort des bagnoles qui fonctionnent pas, quoi. Tu ruines ta carrière, quoi. Ou avec un design complètement dégueulasse, hein. C'est plus du live, d'accord. I'll take it from here. Construis ton empire romain. Ah, je pense que vraiment, il y en a qui vont s'éclater, hein. Hostie. D'accord, voilà, donc c'était Anno, hein, pour ceux qui connaissent pas cette série. Alors, je suis allé quand même chercher, notamment sur cette question de Very romaine, donc élément que je ne connaissais pas, et donc j'ai trouvé un très bon site, notamment fait sur WordPress, notamment sur justement la vaisselle de table. Et donc le verre, voilà. Alors c'est vrai qu'on est quand même très loin du verre à ballon, hein, le verre à vin rouge, hein. Donc qu'on voit ici, hein. Mais les Romains avaient, oui, bien des vaisselles en verre, des petits services, mais on n'est quand même pas sur le même élément qui était modélisé. Donc l'erreur est à moitié une erreur quand même de ma part. Salut Riquette, j'espère que tu vas bien. Ah, il n'y a pas de son sur mon live sur YouTube? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah bah merde. Donc les Romains avaient bien du verre, hein, dans leur vaisselle, donc c'est une petite découverte de ma part, j'avais complètement oublié cet élément-là. On voit quand même, voilà, le tire-lait en verre, assez joli d'ailleurs, assez modélisé, hein. Mais surtout, bon,
ce qui m'étonnait, c'est que généralement les coupes, les gobelets en particulier, hein, étaient généralement en terre cuite. Bah oui, parce que ça coûtait beaucoup moins cher, surtout notamment pour casser. Alors voilà, il n'est pas employé dans la production des marmites et des jarres qui sont généralement en céramique ou en terre cuite. Il constitue le matériau principal des services à boire. Ah bah quand même, hein. Mais je sais plus où je l'avais vu indiquant que le verre était quand même pas forcément utilisé d'une manière courante en tant que tel, mais ça existait. Bah écoutez, je découvre. Hein. Ouais, alors c'est pour ça que souvent vous me voyez faire ça là. Je regarde en fait la LED de mon micro. C'est vrai que si elle pouvait apparaître à l'écran, ça serait plus simple. Ah bah nickel, écoute. Le verre romain est assez réputé, de mémoire, il y en avait même déjà au Moyen-Orient avant les Romains. Merci la Chine, je pense, non? D'accord, donc très bon site là, la vaisselle de table au néolithique, il y a des fans quand même, hein. Donc Wendy Vettor, et que ça date de 2015 ce site WordPress. Il y a des fans. Donc, on arrive vers la fin de notre stream. Et ouais, toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses ont presque une fin. Donc, il nous reste à voir un dernier sujet. Donc, après avoir l'utilisation de l'IA de manière maladroite par Ubi, alors que ça avait bien commencé le stream sur Ubisoft, hein, pour ceux qui verront le replay. Hein. On a, comme j'ai appris que les pâtes venaient de Chine, franchement, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc, un dernier élément sur une annonce d'un remaster qui me fait de l'œil, même si je l'ai fait sur 360, sur PS4, et que je l'ai refait sur PS5 en partie via la version PS4. Vous avez Rockstar qui annonce une version next-gen de son futur, d'un ancien jeu que Rockstar a porté, Red Dead Redemption. Donc c'est sur Xbox Six-Gen qui nous annonce cette nouvelle. Rockstar officialise une version next-gen avec mise à jour gratuite. Alors ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Nintendo, prends-en de la graine. Hein. Donc, hop, vous avez un petit article qui vous parle du futur Red Dead Redemption, premier du nom, qui était disponible donc sur PlayStation 5 ou Xbox dans les versions précédentes, donc PS4 par exemple. Et donc là, ils sont en train de faire une mise à jour, donc graphique en tant que tel. Donc avec, voilà, ils vont en mettre plein la vue sur ce premier jeu, qui est quand même un bon jeu, et qui déjà, en suivant John Marston, moi c'est vrai que j'avais vraiment adoré. Hein. Alors le 2, je l'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Donc les joueurs sur PS5 Xbox peuvent attendre à une expérience fluide à 60 images par seconde. Bon, c'est quand même la moindre des choses. Hein. 4K. Il sera sur Nintendo Switch 2. Ouf, quand même, ils y arrivent. DLSS, HDR, bon, vous avez tout le charabia technique, mais qui indique que le jeu va tourner sans problème. Hein. Et donc, si vous l'avez déjà acheté, et c'est ça que j'aime bien dans cette news, parce que sur Hebdo Explore, on aime bien finir par des bonnes nouvelles, ça change d'habitude, c'est que si vous avez la version Xbox 360, PS4 ou Nintendo Switch, parce qu'il est sorti sur la première, la mise à jour sera gratuite pour vous. Donc, waouh, ça fait du bien ça de l'entendre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne nous prend pas pour des vaches à lait, qu'il va falloir racheter une mise à jour et autres que je n'aurais pas fait d'ailleurs, parce que la version PS4, elle me suffisait. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Alors, je vois que dans le chat, il y a un chat. Il y a un débat sur la vaisselle en verre. Donc, je vois qu'il y a des spécialistes. Merci des précisions, en tout cas. Pour revenir donc à Red Dead aussi, il y a une autre bonne nouvelle. Si vous avez une version précédente, vous pouvez aussi transmettre vos sauvegardes. Et ça, mais franchement, on a envie de leur dire à Rockstar, mais respect, vous avez tout compris. Donc, ils font vivre leur licence, qui pourtant, ils ont déjà rapporté beaucoup de moulaga. Et pour les fans, ils continuent à la faire vivre. Et ça, c'est vraiment une bonne démarche. C'est des Projekt, donc nos Polonais de Witcher, ils avaient fait un peu la même chose quand vous aviez Witcher 3 sur une autre version. Vous pouviez transposer votre compte sur la version Switch qui était sortie et qui était vraiment bluffante. Moi, je le dis, hein, je le redis. Je sais que ça énerve certains. Gaëtan, je pense à toi. Mais franchement, moi, la version Switch, elle m'avait plu, elle m'avait sidéré. Alors, dans ce qui est indiqué dans l'article, rétrocompatibles pourront effectuer la mise à jour numérique gratuitement. Toute personne possédant la version PS4 pourra utiliser ses sauvegardes PS4 précédentes pour reprendre là où elle s'était arrêtée. Switch 2 pourront poursuivre leurs données sauvegardées. Alors, il ne parle pas de la Xbox.
Il parle pas du PC. Alors PC, est-ce qu'il n'y a pas une version déjà à 60 FPS pour Red Dead? On peut. Bah heureusement quand même qu'ils l'ont fait ça. Donc c'est annoncé pour le 2 décembre 2025. Ah ça je l'avais pas vu, mais qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle. Donc ça sera pour bientôt. Bah top, bah, c'est un beau cadeau de Noël ça. Alors, ces nouvelles versions créées en collaboration avec Double Eleven et Cast Iron Game seront également disponibles dans l'abonnement GTA+. GTA plus le PlayStation Plus, pardon. Donc du 2 décembre. Alors, est-ce que notre... comment il s'appelle? Est-ce qu'on aura la même chose avec notre... attendez, je remets mes... Hop là, voilà. Est-ce qu'on aura la même chose avec Red Dead Redemption 2? Donc il y a des rumeurs qui insistent là-dessus, ça serait sympa franchement. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Alors c'est vrai que Rockstar, ils avaient fait une mise à jour pour GTA 3. Donc dans cette nouvelle version qui était sortie, je l'avais acheté sur PlayStation. Moi. Alors je l'avais pas acheté plein but parce que bon, un jeu qui a été revendu. Alors la mise à jour graphique, elle a pas fait plaisir à tout le monde parce que voilà, ils ont utilisé les anciens assets qu'ils ont améliorés. Ça, il faut aimer. Alors moi ça me dérange pas parce que GTA 3 c'est un de mes jeux de cœur, hein, vraiment. Quand je l'ai découvert sur PS2, j'étais fou. Première fois monde ouvert ainsi dans la lignée de Morrowind sur PC, hein, un monde ouvert gigantesque. Et donc là on était sur une nouvelle étape, hein, vraiment sorti en 2001, octobre 2001. Donc autant vous dire la mission dans GTA 3 qui est destinée à piloter des avions ont été enlevées dans le jeu, ce qui a expliqué pourquoi GTA 3 est sorti non pas en septembre 2001 mais en octobre 2001, donc il y a eu un report de ce qui était dans le jeu par rapport au trauma des attentats. Et donc, pour revenir, voilà, Rockstar quand même ressort ses licences, permet à des joueurs de les redécouvrir ou de les découvrir tout simplement avec une esthétique visuelle. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. On est sur le produit d'origine qui est amélioré par une mise à jour, qu'on peut sauvegarder sur un disque dur externe ou qu'on peut acheter sur une galette où désormais tout est dessus. Et ben franchement, moi je dis GG. Hein. Là, le patrimoine, il est sauvegardé et il est respecté. Alors, je vois que dans le chat, on me parle des game keycards. Elles ont au moins l'avantage de permettre le prêt et la revente. Mais ils l'ont fait, ça, pour pas se mettre les magasins à dos, hein, je pense. Et puis aussi un peu les joueurs qui payent des jeux par la vente de leurs précédents jeux aussi. Mais bon, c'est quand même le loup dans la bergerie. Hein. On sait pertinemment où ils veulent arriver avec ce système-là. Alors Nintendo, le seul souci, c'est que leurs consoles, ils ont quand même besoin, pour l'instant, encore de magasins pour la vendre. Et s'ils ne permettent plus d'avoir des jeux en tant que tels, comme les jeux PC qui ont disparu des rayonnages de grande surface, eh ben, est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leurs consoles? Étant donné que les magasins de jeux vidéo, il n'y en a presque plus. Alors si le Nintendo Online ferme, mais ici, on n'a plus rien, exactement. C'est moi la question des serveurs. Je prends toujours l'exemple, je sais que je radote, mais excusez-moi, mais les serveurs de la 3DS et de la Wii, tous les jeux que vous avez achetés en démat, eh ben, désormais, vous ne pouvez plus les avoir. Si vous ne les avez pas sur votre console, vous ne pouvez plus les retélécharger. Parce que les serveurs ont fermé. Et là, on parle de consoles qui ont moins de 10 ans. Hein. Ah, mais tu sais que Nintendo, ce sont des grands philanthropes. Ils aiment bien nous voir passer à la caisse. Hein. Ils aiment bien nous voir dépenser la moulaga. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Juste pour le plaisir. Cette BO de ouf. This country is infested with all manner of scum. Good day, sir. Madam. Look at me, scrambling around. Ah, le fou qui creusait là, mais je m'en souviens trop là. Stupid is the word we use around here. On rencontrait Pancho Villa, je crois, à un moment. Ou une algorithme de Pancho Villa. À la musique. Gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind. An illiterate gunslinger, you sure know how to make a girl blush. Enjoy life. It's a beautiful struggle. Et donc, mise à jour pour le 2 décembre, et c'est une bonne nouvelle, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis bien content. Et oui, ils vont inclure les extensions, et notamment celle sur les zombies, qui est génialissime.
Ah, je m'en souviens pas du mec qui creuse dans God of War. Moi, je me souviens surtout dans celui-ci où le gars, il déterre les squelettes, il est complètement barré. Quand tu rencontres des personnages dans le jeu qui sont tous aussi hallucinés les uns que les autres. Donc, dans ce Red Dead Redemption. Donc, si vous l'avez pas fait, le 2 décembre, et que vous avez les anciennes versions, n'hésitez pas à télécharger tous ces éléments-ci. Hop là. Alors, on arrive sur notre fin d'hebdo. Voilà, donc l'hebdo hier, j'ai pas pu le faire. Responsabilité familiale. Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin, tranquillement. Donc, pour vous présenter cet actu jeux vidéo Child, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et pour suivre les pérégrinations de cette chaîne, donc Hebdo Explore, Histoire Explore, dispo sur YouTube, Twitch et parfois en podcast. Donc n'hésitez pas également à mettre ça dans vos yeux ou dans vos petites oreilles en particulier. En tout cas, voilà, merci d'avoir été présent. Le live va se terminer, replay va se terminer. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Docu Explore les mercredis et Hebdo Explore sur la fin de semaine. Docu Explore, c'est une émission qui est consacrée à de la réac sur du documentaire historique. C'est sur Twitch généralement. YouTube aime pas trop quand on utilise ce type de procédé. Vous avez les questions qui squeeze la chaîne. Donc du coup, je reste sur Twitch. Et puis vous avez souvent du gameplay, notamment d'amour, notamment sur du jeu. Cet après-midi, peut-être, j'essaye de me faire une petite session de Shinobi que j'ai bientôt fini en particulier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à commenter, bien sûr. J'ai besoin de votre réac pour savoir ce que vous en pensez. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.